So welcome again, everyone. My name is Vianney Forewa, and I'm the moderator for this session on the Cyber Smart webinar series. And today we're talking about AI for community building. We will be starting with the agenda for today, which will start with the introduction, welcome of participants and the facilitators, and also have a brief about what the webinar series or what the webinar is all about. Secondly, we'll be having a presentation from the first speaker. We're having a presentation from this first speaker, who is Beatrice Almeida Sapp from TRI, and that'll be in the English language. We'll have a second presentation from Bogas Orin from ICT Media Strategies, and that'll be in French. Follow suit will be question and answer session, and then we'll have a wrap up and next steps. So basically, artificial intelligence is rapidly transforming many sectors around the world today, including community development. So this workshop, AI for community development, aims to explore how AI technologies can be leveraged to improve community development efforts. The workshop will provide insights on application of AI in community development and how we can share knowledge, also promote collaboration between organizations and the grassroots community. So basically, we have um, two amazing people that will be taking us through these sessions. And here we have Beatrice Ameda Sapp from the digital, who is a digital democracy research associate at Democracy Reporting International, and that is DRI. And she's a very amazing person that has authored a lot of articles, some of which I've had the opportunity to read and will be sharing at the very end of this session. So um, she will be one of our facilitators for today. And secondly, we have Bogas Orin, who is a specialist consultant in personal branding digital sector. So Bogas has been in the industry for a very long time, and he will be here to share his experience on the topic of discussion today. So welcome, Madam Beatrice Sapp, and welcome, Mr. Bogas Orin. So we'll kick straight into um, understanding the basis of this our presentation, our topic of today, which is AI for community building. First speaker, which is Madame Beatrice. Madame Beatrice, you're welcome. Hi, everyone. Thank you. Thank you for having me here today. Can I go ahead and share my screen? Is that okay? Yes. Okay. Um, I just think I need then, I'm looking at you. I think the host needs to give me the right to share. Oh, yeah, now I can do it. Thank you. So let's just see if this works. Do you guys see the slides? Okay, perfect. I see then giving me the thumbs up. So, hi everyone. Thank you so much for inviting me today to speak.
As already well introduced, I am Beatriz. I am originally from Brazil, but I work for Democracy Reporting International as a digital democracy research officer, and I am based here in Berlin, in Germany. So today I'm going to talk a little bit about our work and going a little bit around generative AI and democracy. So just to kick us off very briefly about DRI or Democracy Reporting International. We are a nonprofit organization based in Berlin, and we work towards democracy in different fronts. So we go from studying rule of law, political participation in many countries, but I am based in a team that is called Digital Democracy. So that means that we are looking at a bit more specific issues in the online sphere, so in the online information and communication ecosystem. We have a specific mission within the team. We say that we envision a world where the online information ecosystem protects, promotes, and allows democratic discourse and values to thrive, enabling elections and political debate to take place free from manipulative interference. And we do that towards through different areas of work. We do social media monitoring around elections, but also outside of elections. So really monitoring specific digital platforms and understanding, what are type of debates that are going on there, if there is hate speech, gender-based violence, if there is information manipulation or disinformation. So we also do this type of work. We also do policy work in the European Union more specifically. So bringing the evidence that we have to pushing for regulation, for example. And what I'm going to talk today is our work on what we call new online threats, which are not so new anymore. But here we are discussing, of course, new technologies, new emerging ways that actors can use technology to interfere in the online ecosystem. Very briefly, I will try to keep on my 15-minute time. I'm just going to have the chat open here for me so I see if anyone has any questions. But I now see that I have my something red here, but it's okay. We're going to go through pillars of information manipulation, and I'm going to talk a little bit as generative AI can be seen as a tool for disinformation. We're going to talk about some threats. We're going to talk about detection. And also, I will finish off looking a little bit at some case studies of how CSOs can use generative AI. Okay, so I don't know how to delete this red thing that I have here, so apologies for that. But let's start from the beginning, and this is from DRI's perspective, right? So when we are looking at what we call information manipulation or disinformation, the way we study this phenomena is by looking at three different pillars. So we can look at tools. So what are the channel of the message? So the technical foundation, which tools are actors using to spread fake information online, false information online. We can also look at the tactics. So what are the forms of distribution? What are strategies that they are using? Are they creating, for example, bots and automating this content? Are they using farm trolls? Are they hiring people to spread fake content, fake news, false content? So there we're going to look at tactics, or we can look at also at stories, which will be the content of the message, so the narratives that they are spreading. So for example, it could be narratives around immigration, around public safety, public security. Those are very common narratives that we see here. I'm trying to see. Okay, I don't know if I can take the red part of it, but when we are thinking about generative AI, we really like to think of generative AI as a technology, as another way that actors can use the technology to really spread disinformation and to create content that nowadays are a bit more authentic or that are closer, or it's harder for us with the human eye to identify. So when we are looking at the tools, we really started our work into looking at chip fakes. That means that are content that is very easily manipulated with Photoshop, maybe adding something to the background of an image or changing maybe a picture, that a frame in the background to, I don't know, something else that you want to create a disinformation narrative around. So those are really cheap fakes. They are easily
done, easily produced manipulation that you do with Photoshop, for example. We also then have deepfakes. Deepfakes already involve AI, so you can have the most common ones are, for example, the videos of like Obama saying something, but it's really not Obama saying that. They just change the mouth movements and put a fake audio on top. So those are deepfakes, already an existing content that is manipulated with AI. And we have now with generative AI and these models, we have um, this new type of content that we called fully synthetic content. So content that are completely produced with a model of AI. For example, synthetic images. Nowadays, we have many models that you can write a text prompt and an image will come out of it. Mid Journey, DALL-E, those are some of the most common ones, most known ones. We also have nowadays a lot of models for synthetic videos and audio. So, that's really concerning when we think about elections, for example. If an audio goes viral, and it sounds like a candidate, it sounds like someone that is really famous, or it sounds like an activist that is famous in that country, that could be really, really hard for people to, identify it as fake and to tell other people, no, this is not true. This is a campaign. This is about the disinformation. So videos and audios are really challenging to detect. The same thing with text. Of course, here, ChatGPT. There are also other models nowadays that are called the large language models. They are always very accessible, and people can create, news articles very easily with this type of content. So there is a lot going on in the information system right now, and how actors can use this technology to, create campaigns that later on will impact the integrity of a democracy, the integrity of an election. It always depends on what is the purpose behind that campaign. But the tools are there, the technology is already in place, and it's already accessible. So when we look at this technology, we have what we call threats and risks, and both in the short run and in the long run. So, in the short run, of course, we can see now that the disinformation and hate speech campaigns are more dynamic and faster. So, that means if before maybe you would need to really, have many people working towards writing a campaign, writing an article that will contain disinformation. Nowadays, you can easily do that. Write an article with ChatGPT and just change a little bit here and there where you want an information to be said. Um, of course, the models are not yet as refined. They are very good, but there's still a lot of biases that go on these models. There are so many studies that show, in the image generators, if you type in CEO, it's usually a white man picture. But if you type, nurse, you're gonna see women, and most of the times women of color. So there's a lot of biases that are still there in these models. And it chip fakes, as I said, this very easy way to manipulate an image or a video, it is still very much effective. People still believe on what they are seeing without much care if something in the background or something was manipulated in the picture or not. However, in the long run, we do see a lot of issues happening, and we already see them happening right now, which is this idea of combination of synthetic media. So, a completely artificial video with an artificial audio on top, the creation of misleading content. And here we are not only talking about, many times we discuss this like a misleading content of public figures, but in depending on the context that you are, it could be of a community leader, an activist that is well known in the context. Those people can also be impacted by AI. As I said, diffusion of biases, and they can combine nowadays AI with editing softwares, as we already see this happening. So there are a lot of threats and risks. There was this report that I authored recently. I wrote a report outside of DRI with the National Endowment for Democracy. With the QR code here, you can scan and take a look. And I just wanted to bring a little bit about this report because I also discuss about how authoritarian actors can use generative AI to use this technology, and how they can influence the information system.
So here in this picture is how we build the framework in this report. So when we are discussing artificial intelligence, we say that this technology helps actors in a couple of ways. So the first side is, as I said, generating content. So you can create content that is that looks very real, right? That when you as a person scrolling through your phone and you see a content with the human eye, you might not be able to identify that that was not actually happening in real life and that it was actually created with the technology. So what we call this high fidelity content, that's very, very dangerous. And also the automation of content. So if before we would see people hiring, hundreds of people to just create content, create images, create videos, manipulate content. Nowadays, you can have an entire pipeline of content that, you create text prompts with ChatGPT that will feed into a model that will create images and that would be posted online on Twitter on the bots. So all of this pipeline can be really easily automated by actors. So there is this risk of in the generating content. And of course, when it delivers the content, actors can also use AI to deliver tailored content. So they will understand what for specific groups. So for example, oh, people that are based in this region of Kenya, they are really concerned about a specific topic. So we are going to send content for them that talks about that topic. So that's really important as well. It's not only on the generating content, but it's also in the delivery. They can tailor it more because we have so much information about, the profiles of people online. And we already see this happening in the last election cycles that we've been seeing in 2024, also end of 2023. Of course, nowadays in the US, we are already seeing, for example, before was with Biden, now with Kamala, we already see, especially with women, more deep fakes happening. There's always this sexualization of women with deep fakes. But here, for example, last year in Slovakia, a country here in Europe, there was a fake audio, for example, that happened just 2 days before the elections. And that's usually the silent period, right? Where no campaigns are happening. But then you have a fake audio of a candidate saying something like, I don't believe that these elections are going to be, that we are going to win or something like this. That's very, very, very concerning. So this type of manipulation we are already seeing in Argentina as well. Last year, a lot of elections. The same thing in Taiwan, in India. We've been seeing many things happening. And then in India as well, there was even, dead politicians being kind of resurrected with AI and saying, oh, yeah, if I was alive, I would vote for that candidate. All of that influence people into thinking that, oh yeah, that's true. I think it impacts people, it impacts democracy and elections results as well. So just to look at the responses that we see from one side, of course, we have non-technical solutions, and here we observe a lot of regulation, or we advocate for regulation, but we also advocate a lot for media literacy. And education. So I think that's also something that is very important. I see here someone also asking about the definition of artificial intelligence. I think I will share a report in a second that has a very good definition, and we can go through that together. But just on the I would just finish here and then we go into the definition. So on the non-technical solutions, I think the regulation and education, those are very key responses that we need to have. And then when it comes to technical solutions, what can we do that is technical to respond to this, right? We can look at detection, for example. So how can we detect this type of content? In this case, provenance here, what it means to have those watermarks. In an image, for example, created with this type of model. So that's provenance, but that really is not very effective. At DRI, we really think that detection and building models to detect this type of content is really, really important. And Yes, I will share in a little bit how to use AI to fight misinformation in the community. So detection for us is important just because, we believe that it's a way to it's a effective way
to detect the content and to create a more safe space for people to consume content online. But of course, it's hard to do. The models are being developed in a very good way and fast, and the detection models are not being developed such in the same way. So I think here we really want to have more detection efforts, but that's really, really hard. Here, if you scan the QR code, or if someone in the of the team, if you can send the link also here in the chat, I can also do that in a second. We developed this synthetic media expose, a comprehensive guide to AI detection. And here's where I also wanted to talk to you guys, because there's a lot of resources there. There's a lot of tools that you can use to detect content. There's a lot of ways of detecting. I'm leaving this slide here just so you have the time to scan the QR code. Thank you. I see that Dan already sent here in the chat. So the way we built this guide, and I hope it's useful for you guys, is divided by two main ways, main approaches. The first one is manual approach. So how can do an analysis on content manually using tools that are out there to check if a content is AI or not? Of course, these tools that are in this guide, they are not 100% effective yet. Sometimes they make mistakes. So we always say, double check, try to talk to someone if you are not sure. But if you are sure, and if the tool told you that that's AI, it might be that it is. So, but you always need to do these double checks. So in the manual approach, we have a lot of what we call the glitch analysis and also the metadata analysis. So how do you look at the information behind the content? We teach you very easily on how to do that. And then we also have more innovative approaches, right? So are there models already that I can use to detect a content? So there you can also look at this type of information. It's supposed to be written in a easy language. There's a glossary over there, and I think it could be a very first insight for you guys to look at and understand more about, some of the responses that you can use, some of the tools that you can use into looking at that. And then here, just as how we build this framework of how you can use it as a practical toolkit. So for those that are combating disinformation, fighting misinformation, the manual detection part, which is section 1, will be the most useful for you, because you're going to see practical techniques for the manual identification of synthetic content. The other two are more for if you are doing research, or if you're doing policy work. If that's the case for you, there's also lots of content there as well. And lastly, just how I would like to finish my intervention, and I'm looking forward for the other presentations and for questions, is in the report that I also mentioned from the National Endowment for Democracy, I mapped a little bit how other organizations are using generative AI to leverage their work. So how can they use this technology to make their work easier and to make their work, more effective? I think for fact checking, what we found out was creating chatbots for debunking information. So many fact checkers created like a WhatsApp chatbot or a Telegram chatbot where a citizen can type, "Oh, I found out about this information. Is this narrative true? Is this story true?" And they are able to check that and answer the user directly. Or they also do analysis of narratives. So they build up a system where by the narratives that they are fact checking, they are able to structure that, see how many times they are happening online, in which platforms they are being spread. So that's really useful for fact checkers. For journalism, we've seen a lot of AI news readers, so an avatar that actually reads the news for you, but also AI tools to facilitate creation of news. So here is kind of, because this, I want to just make sure that I'm clear, this technology is not evil. It's not, the technology is not the problem. The problem is when manipulative actors, malicious actors use this technology to harm. So we can use the technology for good as well, and to impact our work in a positive way. So you can definitely use those large language models like ChatGPT to support you in writing, to support you in creating creative content as well, which is this third pillar here, the optimization part, where many CSOs, many organizations are also using AI
support them drafting proposals, structuring ideas. So if you have a base idea and you ask, the chatbot to help you structure in a more cohesive way, that's a very useful tool. And also for social media campaigns, and here for ideas of how to engage a particular group or scripts of a video, for example. So I already used that to create an Instagram video for work. So I had a basic idea and I said, oh, can you give me a script for a 2-minute video? And that was also very easily. So there are ways of using the technology for good as well. Of course, we are interested in using to fight. And I think for that, I would really recommend you guys taking a look at our comprehensive guide. I'm really looking forward. If you have any feedback, my email, I'm also happy to share my email here on the chat so you can contact me directly for us to discuss if anything comes up while you are reading. But yeah, I would like to thank you very much for the opportunity, and I will then give it back the floor to the panel. Well, thank you very much, Beatrice. This was really insightful, and um, it's a lot to process and take home. It's a lot of information, and it was very interesting. I had to go through um, the report prior to this session, and it was quite enriching knowing that there's a lot of ways we have to look at AI, and not just from the context of uh, generally, but those specifics in how it is being used to propagate misinformation out there. It's really interesting, and thank you very much. At this point, if we would like to take quick 3 questions, and then the rest of the questions can come at the end of the session. So, if we have any question, you can put it in the chat, or you just indicate just 3 questions, please. So, but there have been some questions in the chat. I don't know if you've seen them. Yeah, I've seen some of them. I'm happy to address some of them. I think I'm going from bottom up. The first one, Okay. how can AI help us better assess the impact of our project? I think that's a very good question, especially when you're looking at monitoring and evaluation of a project. I would say building those indicators. So I think this idea of AI, and I'm thinking here about the chatbots, about looking. I think the way we can use AI in this way is by also asking for resources, right? I think nowadays we can use, for example, ChatGPT to give you resources and sources, like links to other organizations that are having a similar project, so that you can easily structure a couple of indicators. For example, I don't work with the monitoring and evaluation or with the impact itself, but I'm assuming that you could build those indicators by taking methodologies that already exist. And I think AI can support you in one, finding this type of content, finding these methodologies, but also structuring your own based on the project that you have. I think this idea of how can we use AI to fight misinformation in our community? That's a very good question. And there are a couple of ways depending on what exactly are you working with. So for example, here at DRI, I use because it goes back to definition of AI, right? What are we talking when we talk about AI? AI can be so many things. So one important thing is that when we are talking about generative artificial intelligence, there we are talking about an artificial intelligence that is capable of generating something, generating text, generating videos, images, that generates something, an output. However, if you're fighting, it depends on how are you fighting misinformation. Are you fighting through data analysis? Are you fighting building reports, or are you fighting in the local level, with the citizen level, with media literacy? Depending on your type of intervention, you could use AI models, for example, for data analysis. I use it all the time to spot coordinated behaviors. So if I'm analyzing, posts on social media, for example, and I see that on a specific day,
there was the same post being spread, you know, through, I don't know, hundreds of profiles, but it's the same content, exactly the same text. That kind of raises a flag in my head, and I'm like, wait a second, could this be a coordinated effort? But what helps me to find this type of patterns are AI models. So that's one way. But if you're looking at other types of interventions, then there's a range of other um, tools that you could use, you know, for media literacy as well. You could create content there. You could create, you know, nowadays with images, you can create images that will support you visualizing something. So there's definitely many ways that you can use. And I think on the social media campaigns, you can use AI both to help you create the content itself. So, you know, as I said, scripting videos, scripting, even like, oh, I want to do a series of posts. Really, ChatGPT and other models give you kind of like ideas to do that, and some ideas will be good, some ideas won't be very good. I think it's always important to say to use the tools with care and caution, so that you don't just do everything they say, but use really that as a brainstorming moment, you know, when you're starting to do that. So as I said, for videos, for content, for posts, and of course you can also use to automatize your sharing the post, right? Or to create captions, to translate to other languages. You can really, really look at AI or generative AI in this case as a way to just support you with ideas, with brainstorming, and then make it your own after that. I think that's the important part of like, just don't do anything that the chatbot tells you to do, but really take that as an inspiration and make it your own. I think that's a way to also use it. But I'm happy to later on, then I can send you some resources on those topics specifically, both on impact and social media campaigns, because that's not my specialty. I'm more on the research part of the data analysis. So I might not be the best expert here to talk about that. Okay, thank you very much, Beatrice. And we'll be having more questions coming in, and we'll be able to take those questions at the end of the second session. So um, right away, we'll be having a second speaker, which is Mr. Vegas. Mr. Vegas is here with us, and he'll be taking us through the second presentation. You're welcome, Mr. Vegas. Thank you, Dan. Hi, everybody. Allow me to speak in French and to present in French. Alors, il m'a été demandé de focaliser en fait sur des cas pratiques et d'avoir une session interactive, c'est-à-dire qu'il peut avoir des quiz, il peut avoir des questions. Je ne sais pas si au niveau de la technique, c'est possible de voir les micros ouverts pour avoir des feedbacks des participants. Je vois qu'il y a 37 participants. Et l'option de partage est activée chez moi. Je ne sais pas. Je peux partager mon écran. Dan, can Dan, I share please, my... Dan, Okay. Dan, please activate so you can share. Yes, Okay. go ahead and share. Alors, is it okay? Yes, Est-ce it's que okay. We can see your Super, screen. super, ça marche. Ouais. Alors, donc je vais donc focaliser sur des cas pratiques. On va aller directement. On va voir d'abord quelques exemples et aller également sur le web pour voir comment on peut utiliser certains outils IA pour... on va focaliser dans ce segment-ci sur la traque des fausses informations, des deepfakes et des contenus générés par l'IA. Alors, la première vidéo que je vais présenter, c'est celle-ci. On va essayer de la suivre et vous allez me dire si, d'après vous, c'est un
une réalité ou alors Je suis au Cameroun c'est une fake news ou un deepfake. nécessairement pour les intérêts de la République française. La République française, c'est la puissance de tutelle qui, en fait, a colonisé le Cameroun. Même si on a appelé ça territoire de tutelle, mes ancêtres ont conquis ce territoire par la force. Alors, je ne sais pas si ça a été bien suivi. Est-ce que le son était audible, s'il vous plaît? Bougas, le son a été audible de mon côté, mais pas vraiment à 100% comme votre voix. Mais je comprends que souvent, quand nous lançons des sons sur projection, ça peut faire ainsi. Donc, peut-être, Vianney, was the sound okay from your end? Because from mine, I could actually just hear it also. Yes, the sound was okay from my end. Okay. Bon, je vais encore un peu relancer parce que j'ai rapproché le micro là. Alors, Je suis au Cameroun uniquement, exclusivement, essentiellement, nécessairement pour les intérêts de la République française. La République française, c'est la puissance de tutelle qui, en fait, a colonisé le Cameroun. Même si on a appelé ça territoire sous tutelle, mes ancêtres ont conquis ce territoire par la force. alors d'après vous ou alors d'après les participants, est-ce que cette vidéo est un deepfake ou alors c'est une vidéo réelle? When I'm looking at the video, it's not real because the sound is different from the movement of the mouth, and the image is not correct, meaning that the animation is too different between the sound and the movement of the mouth. Ben, exactement, c'est une vidéo, c'est une deepfake qui a été créée euh, et qui a été contestée d'ailleurs par l'ancien ambassadeur de la France au Cameroun. Alors, c'est pour dire en fait que c'est une solution et vous voyez même sur la vidéo d'ailleurs, il est indiqué la solution, alors l'intelligence artificielle qui a permis de créer ce deepfake-là qui est clairement sur la vidéo. Donc, il faut toujours faire ce constat-là qui a été évoqué tout à l'heure. Alors, seconde vidéo, ici c'est clairement indiqué que c'est pas une, une vidéo réelle. I am not Morgan Freeman, and what you see is not real. Well, at least in contemporary terms, it is not. What if I were to tell you that I am not even a human being? Would you believe me? What is your perception of reality? Is it the ability to capture, process, and make sense of the information our senses receive? If you can see, hear, taste, or smell something, does that make it real? Or is it simply the ability to feel? I would like to welcome you to the era of synthetic reality. Now, what do you see? Alors, cette deuxième vidéo indique clairement que c'est une vidéo générée par l'intelligence artificielle. C'est pour montrer qu'il est aujourd'hui possible de créer non seulement avec des photos des personnages qui ressemblent exactement aux personnalités qui existent. Là, c'est Morgan Freeman. Et on voit très bien que la vidéo, la voix est parfaitement en accord avec l'image qui est présentée. Donc, ce n'est pas comme la première vidéo où il y avait quelques dysfonctionnements. Et cela nous montre clairement qu'aujourd'hui, il est très important pour les journalistes, et pas seulement les journalistes, tous ceux-là qui regardent les vidéos sur Internet, de faire un petit checking pour s'assurer exactement que la vidéo regardée ou alors la déclaration regardée est une déclaration véridique, avérée. Et par la suite, nous allons voir comment
on peut vérifier ce genre de vidéo pour savoir et pour s'assurer exactement que c'est une vidéo réelle et non un deepfake. Alors, dernière vidéo que je vous présente. History has not forgotten that Buea was the headquarters of West Cameroon. History. Excusez-moi. History has not forgotten that Buea was the headquarters of West Cameroon. History has not forgotten that Buea was the capital of southern Cameroon. And history has not forgotten that Buea was once the capital of German Cameroon. That is why I say that Buea is a historic town. I am proud, very proud to be in Buea. Proud to walk on the same soil like our heroes. Alors, d'après vous, cette vidéo, elle est réelle ou pas? S'il y a une personne qui peut me répondre. Si. Parmi les participants, quelqu'un peut me dire si cette vidéo du président Paul Biya, parce qu'il s'agit du président Paul Biya, si cette vidéo-là est réelle. La vidéo Là, est réelle. Ah, ok. Alors, la vidéo est réelle parce qu'il y a les éléments qui indiquent que cette vidéo est effectivement réelle. Vous voyez les gens applaudir. C'est vrai qu'il y a les solutions, les intelligences artificielles qui peuvent générer ce genre de choses. Pardon? La vidéo, ouais, ici, c'est répondu à quelques éléments dedans qui ne sont pas réels. Parce que même jour, j'avais bien suivi ce qu'elle avait participé, le moment qu'il était à Boya. Donc, j'avais même visionné ça, et je suis super à cette chose qu'on a modifié dedans. Donc, c'est pas que les choses-là qui sont toutes. Non. En fait, la vidéo, elle est bien réelle. C'est vrai qu'il est rare de suivre le président camerounais tenir des discours en anglais, mais je pense qu'il a tenu ce discours-là lors de sa visite à Boya, c'était en 2014, le 20 février, si je ne me trompe pas, où il a tenu vraiment un discours bilingue. Il a fait un discours d'environ 25 minutes où il a parlé pendant 10 minutes en anglais. Donc là, on a les éléments, on a quelques éléments qui peuvent nous indiquer que c'est une vidéo réelle. C'est toujours important de voir les détails de la vidéo aussi. Vous êtes fidèle téléspectateur de la CRTV, vous allez voir quelques signes de la CRTV, quelques images ou alors quelques graphiques de la CRTV qui sont propres à la CRTV. Alors, cette vidéo, je l'ai choisie simplement pour vous dire également, on va le voir en cas pratique tout à l'heure, qu'il est possible aujourd'hui de cloner cette voix du président en anglais et lui faire dire des choses qu'il n'a pas dites en anglais ou encore pour faire en sorte qu'il puisse parler ou alors qu'il puisse s'adresser à la nation en anglais. Vous savez toujours que ça a toujours été le cas. Lorsque le président s'adresse à la nation, il y a toujours une doublure. Il y a toujours une doublure anglophone anglaise, pardon, qui redit le discours prononcé en français par le président. Et aujourd'hui, avec les solutions d'intelligence artificielle, on a la possibilité de cloner cette voix du président et de faire son discours en anglais. Les personnes ou alors les personnes qui souhaitent en fait manipuler
Bugas, je ne sais pas si vous êtes encore là. Vianney, we don't hear Bugas again. I hear some mumblings in the background, so I don't know. It's not coming from him, but seems he's having network challenges. So while we wait for Bugas to join us again, I think he was actually talking about the practical part of AI, how AI is used to distort information. And this as he showed us some videos that showed deepfake, and another video that he was trying to explain before the network interruption, that this is a primary example of how AI can be used. We have Bugas back. Bugas, you are muted. OK. Alors, je pense que la voix est OK. Désolé pour la qualité de la connexion. Vous savez, ce n'est pas toujours évident en termes de connexion ici chez nous. J'aimerais combien de minutes, s'il te plaît? Je pense que je vais sauter certains slides pour aller directement dans des cas pratiques. Bon, on a parlé tout à l'heure des solutions ou alors des outils d'IA générative. Il y en a plusieurs que vous pouvez utiliser et que je vous conseille. Copilot de Microsoft, Meta AI du groupe Meta, Gemini de Google, ChatGPT d'OpenAI, qui répondent tous à vos questions, qui génèrent des réponses précises pour vos différentes préoccupations, que ce soit pour la rédaction, pour la recherche des informations, pour la génération d'images. Il y a également Runway, qui est également une solution intéressante, une solution qui est intéressante pour générer des vidéos un peu réelles. On peut faire quelques exemples tout à l'heure. La liste, là, je vais partager ça avec Dan, qui pourra partager également la présentation. Il y a Claude Convey, là, c'est pour les usages quotidiens. Hein. Il y a plusieurs autres solutions IA pour les usages quotidiens. Là, c'est la conversion pour ceux qui font souvent des interviews audio. Ils peuvent facilement traduire avec Cloud Convert, Quillbot pour corriger les textes en ligne, Grammarly pour les fautes d'orthographe et de grammaire en anglais, pour ceux qui sont d'expression anglaise. Online OCR pour ceux qui veulent utiliser un scanner avec reconnaissance des caractères. Alors, on vient à DeepWay AI pour vérifier. On a vu les vidéos, les deepfakes tout à l'heure. Une solution comme DeepWay AI permet de vérifier qu'une vidéo est un deepfake. AI Voice Detector, on va également le voir, qui permet d'indiquer à l'utilisateur, à l'internaute, que cette voix est possible d'être modifiée ou alors d'être trafiquée par des solutions AI. Pour le plagiat, vous savez, il y a également beaucoup de plagiat en ligne avec des solutions AI. Donc, vous pouvez utiliser Script Plagiarism Checker pour vérifier les textes plagiés, ou encore Zero pour vérifier les textes qui ont été générés par les solutions AI. Alors, une autre solution, une autre intelligence artificielle que je recommande très souvent, c'est également there's an AI for that, qui vous permet en fait de retrouver plusieurs autres outils AI qui vous permettent de réaliser vos différentes sollicitations, que ce soit dans la vie quotidienne et autres. Vraiment, cette plateforme-là, le dernier décompte que j'ai
Regardez là-bas, on était environ, je pense, dans les 40 000 solutions AI déjà. Donc, allez-y, regardez et faites-vous plaisir. Et enfin, Média AEO, qui permet de décrypter les textes pour les journalistes précisément qui souhaitent décrypter les interviews qu'ils réalisent, que ce soit des interviews audio et vidéo. PlayHT qui permet de cloner les voix, on va l'utiliser tout à l'heure pour un exemple. Summarizer pour réécrire des articles, pour réécrire des textes. Il y a beaucoup de journalistes en Afrique qui utilisent cette solution-là pour, ils vont sur un lien, sur un site web. Au Cameroun, c'est davantage Cameroun Tribune, qui est très plagié, qui recopie des textes là-bas. Et ils vont sur Summarizer ou alors sur d'autres outils comme Tweetbot, réécrire ces articles-là avec ces solutions. Donc, il y a plusieurs solutions AI qui permettent de le faire. Alors, allons encore en cas pratique. Je vais repartager mon navigateur. Pour qu'on voit un exemple précis. Est-ce que mon navigateur est visible à l'écran, s'il vous plaît? Oui, c'est visible. Elle est visible. OK. Alors, on va aller sur... Voilà. Alors, une solution pour cloner la voix, c'est je vous ai présenté ça dans ma présentation tout à l'heure, c'est play.ht. Je pense que c'est bien visible là. Il y a une version payante et une version gratuite. Et ceux-là qui veulent utiliser les vidéos un peu plus longues peuvent souscrire à la version payante. Mais là, c'est la version gratuite. Vous allez voir là, il y a Voice Cloning. Donc, on va utiliser la vidéo de tout à l'heure du président de la République. Ça vous propose de télécharger une vidéo d'environ 30 secondes pour pouvoir récupérer la voix. Alors, le nom de la vidéo, on peut mettre PB. Bon, PB, c'est pour le dire en anglais. On upload la vidéo. Je pense que la vidéo est là. Alors, la solution, PlayHT va vous proposer de donner quelques spécifications. On peut mettre bon, c'est francophone, donc la voix serait un peu une voix francophone. On peut choisir français. On peut mettre il y a old person, middle age person. On peut mettre les deux. Et puis, on vous demande de faire une petite, comment dire, une petite description de ce que la personne représente. Je ne sais pas si j'ai une description quelque part là. Alors, on va dire
Cameroonian. Speaking. OK. Là, c'est pour cloner la voix. Bon, là, la voix a été clonée. Et on peut prendre dans le discours, on peut choisir le discours, un discours du président de la République. Alors, ça, c'est le discours qu'il a prononcé. Là, c'est le site web de la présidente de la République, où on peut aller récupérer la partie où il a parlé en anglais. On va copier cette partie-là. Bon, on va sur le fond. Et là, on peut coller. On peut coller le texte qu'on voudrait que le président dise. Bon, je pense que la voix à choisir, on peut choisir dans la voix qu'on vient de cloner. On confirme. Bon, on peut également aller ici pour un peu de stabilité. Choisir la stabilité. On peut dire, pour la similarité de la voix, on peut aller au maximum. L'intensité de la position. On va essayer de générer et voir un exemple. Ça ne va pas être à 100% la voix clonée du président, mais ça va être un peu plus proche de la réalité. History has not forgotten that Bua was the headquarters of West Cameroon. History has not forgotten that Bua was the capital of Southern Cameroon. And history has not forgotten that Bua was the capital of German Cameroon. That is why I say that Bua is a historic town. Donc voilà une solution AI qui a cloné la voix du président en anglais. Des gens peuvent utiliser cette solution-là pour créer des deepfakes parce qu'il y a également des solutions AI que vous pouvez utiliser pour animer une photo du président ou alors une autre vidéo du président. Il y a des solutions pour ça. Et pour vérifier, je voulais indiquer qu'il y a les possibilités de vérification que des voix ont été clonées. On peut télécharger cette voix-là qui a été générée par une intelligence artificielle. Là, on télécharge. C'est là. Et on va aller dans une autre solution que j'ai présentée dans mon exposé tout à l'heure, qui s'appelle AI Voice Detector. Ce sont des solutions, ce sont des outils AI que vous pouvez utiliser pour vérifier la véracité d'une voix ou bien la véracité d'une vidéo. Donc, que ce soit la vidéo ou l'audio, vous cliquez sur, quand vous êtes sur aivoicedetector.com, vous cliquez sur Browse. Et on peut chercher la vidéo, l'audio comme il est téléchargé. C'est ça. Alors, OK, ça a téléchargé déjà. Alors, on peut détecter si
Là, ça va lancer l'analyse de cet audio-là et va nous donner un résultat pour nous indiquer si effectivement cet audio, oh là là, ça me propose de me connecter. Il faut effectivement se connecter. Alors, login. Jenny And again. of network. Okay, he's back. Alors, je m'excuse vraiment pour la qualité de la connexion qui n'est pas vraiment optimale. Je ne sais pas trop pourquoi, spécialement aujourd'hui. C'est pourtant intéressant les autres fois. Alors, est-ce que mon écran est partagé, s'il vous plaît? Oui, c'est partagé. Bon, on revient encore à notre site web AI Voice Detector pour vérifier que l'audio, pour vérifier si l'audio est une audio générée par IA ou alors c'est une audio réelle. Décidément, la connexion est vraiment pas optimale. Bon, en attendant que ça se connecte là, on va aller sur une autre plateforme pour voir comment vérifier que la vidéo qu'on a est une vidéo intéressante. Je l'ai indiqué dans ma présentation, dans mon exposé. Il y a Deepware. Donc, quand vous allez sur deepware.ai, cette page s'ouvre. Tester également, uploader une vidéo, la vidéo de l'ambassadeur, de l'ancien ambassadeur de la France au Cameroun, qu'on a indiqué que c'était une IA. On va l'uploader en espérant que la connexion ne va pas également nous poser défaut. OK. Voilà, là, c'est en train de scanner déjà. Et effectivement, DeepWeb nous indique que c'est une deepfake qui a été détectée. Donc, vous pouvez le voir là. Donc, c'est également un moyen donc, de pouvoir vérifier que les vidéos que vous avez sont des vidéos montées, trafiquées et manipulées. Donc, ce sont des deepfakes. Donc, n'hésitez pas d'aller sur DeepWeb, ce n'est pas le seul, il y a d'autres solutions, mais moi, je préfère utiliser très souvent DeepWeb pour cela.
Alors, revenons sur l'audio, s'il y a déjà... euh, on peut essayer pour l'audio. Là, c'est en train de scanner l'audio en question pour vérifier s'il y a une modification générée par l'IA. Oh là là, moi, je n'étais pas enregistré. Donc, je pense que ça doit être peut-être la connexion qui dérange. On va encore essayer. Ah, une valide password. Euh, bon. Voilà, tous les cas, j'ai un souci avec mon mot de passe. Mais c'est une solution que vous pouvez, c'est un peu comme DeepWare. Une fois que vous uploadez l'audio, elle vous indique que c'est une audio générée par l'IA. Et c'est une audio réelle, ça va vous indiquer que c'est une audio réelle. Donc voilà pour le premier cas pratique. Je ne sais pas, Dan, combien de minutes j'ai encore pour passer à un autre cas pratique. I have like 5 minutes left. So. 5 minutes encore. Oui. OK. Alors, on va essayer de voir une autre solution qui est utilisée par des journalistes. J'hésite entre... on va aller sur... alors, je disais tout à l'heure qu'il y a des journalistes qui utilisent également les solutions d'intelligence artificielle générative pour réécrire des textes. Donc, on va essayer de prendre un texte sur un site web précis. Alors, quel est le site web qui est ici? Bon, ouvrons un site web. Stop. Voilà, on est sur le site web de Stop Babacam. Voici comment certains médias, certains journalistes utilisent. Donc, ils peuvent prendre cet article-ci, c'est-à-dire copier cet article-ci, comme ceci. On copie. Si on va sur la solution de... Gemini, c'est la solution de Google. Donc, l'adresse est gemini.google.com. Donc, réécrire cet article.
comme journaliste expérimenté. Bon, il y a également l'art d'écrire des prompts, c'est-à-dire que c'est toujours bon de savoir comment formuler une requête à une intelligence artificielle générative pour que la solution soit, pour que la réponse soit exacte et se rapproche un peu plus de ce que vous voulez. On réécrit cet article comme un journaliste expérimenté. En français et avec un langage soutenu. OK, on met les guillemets. Vous pouvez choisir de mettre le texte que vous voulez traduire. Vous pouvez traduire, vous pouvez réécrire. Vous pouvez choisir de mettre le titre également. Donc, si on... Bon, allons sans titre, voir ce que ça va donner. Ben voilà. Voici le même article. Jimmy a donné également un titre à cet article-là. Le Cameroun place l'intelligence artificielle au cœur de la formation de sa jeunesse. Ouais, c'est un peu, c'est un peu le résumé de l'article, puisque voilà le titre de l'article. Camp de vacances TIC, la 8e édition, met l'IA au centre de l'éducation numérique des jeunes. Et quand on revient sur Gemini, la solution d'intelligence artificielle générative de Google, voici le titre qui est proposé, le Cameroun place l'intelligence artificielle au cœur de la formation. Alors, si vous regardez la composition du texte, vous allez vous rendre compte que ça n'a rien à voir, mais alors rien à voir avec l'article principal. Donc, on voit là, dans un communiqué officiel, le ministère des Postes et des Télécommunications a annoncé la tenue du 20 au 24 août prochain de la 8e édition des Cantiques Vacances. Cette année, la ville de Liège, chef-lieu, blablabla. Placé sous le thème intelligence artificielle, opportunités et défis pour une jeunesse patriotique. Bon, c'est exactement ce qui est indiqué dans le premier, ou pas exactement, c'est-à-dire que c'est réécrit. C'est ce qui est proposé dans la requête ou alors dans le prompt que j'ai formulé tout à l'heure. Et vous allez vous rendre compte que plusieurs médias le font et mettent soit un pseudo, soit une signature quelconque, soit une signature quelconque pour indiquer que ce sont tels qui ont créé ce texte-là. Bon, maintenant, si vous publiez, si le texte est publié quelque part, vous pouvez aller sur une autre solution AI pour vérifier que le texte-là, ou ce texte-là a été généré par IA ou pas. On peut aller sur, moi je choisis quoi, peut-être 0GPT. Le texte, je vais sur 0GPT. Bon, il peut aussi arriver que que 0GPT ne détecte pas totalement, hein. Surtout si... Alors, ça, c'est une donnée intéressante. Ça indique qu'elle est à 90% écrit par un humain.
et à 9,7% écrit par intelligence artificielle. Donc, vous voyez, ça indique déjà un peu la nature du texte. Si ce texte-là, qu'on vient de générer par Gemini, est publié sur un site web, le score sera moindre. C'est-à-dire que ça va détecter que ce texte-là avait déjà été publié quelque part et le score sera moindre. En fonction du score, on peut détecter si le texte est totalement généré par IA ou bien a été écrit par un humain. Donc voilà quelques solutions pratiques. Si j'ai encore un peu de temps, je peux encore aller sur une autre solution si Dan me le permet. Sinon, voilà les quelques cas pratiques que je souhaiterais partager avec vous. S'il y a des questions ou alors s'il y a encore du temps, je suis ouvert à continuer. Dan. Merci, Monsieur Bogas. Merci pour votre présentation. And we're following up all the practical examples you've been showing. And it's very easy because when we see the practical, it's easy for us to follow the steps that you give and arrive at the results. And it's very interesting because we have a lot of content out there from text contents, video contents, pictures that we really need to verify. You know, with the coming of ChatGPT, a lot of people are using ChatGPT to write articles. A lot of people are using ChatGPT to generate different types of responses, even to questions, quizzes of different types. So it's very important for us to know how this works, and the practical examples that you've given really opens up to a new era of detection that we can employ in our everyday activities. So if you have any questions, this to the participants, if you have any questions, you can put your questions up in the chat, or you just indicate we'll bring you up for questions. But what we've been able to gather so far from this presentation is the fact that there are several tools available. I mean, if we have to go on here asking about presenting on those tools, we'll take the next 3-4 hours. But what we need to know is there are several tools, and I believe that we'll have access. We've been sharing some links about the tools already, and we'll have more access to some of these tools to be able to use them on our own and see how they can help in our daily activities. So if you have your questions, you put it up in the chat, and we'll just get some few reactions about the sessions, starting from the first session and then the second session. We just need 3 people to give their reaction so far. You just indicate, and I'll let you share your reaction. Anybody want to share your reaction about the presentations? You just indicate. And Sir, hello. Yes. Hello, sir. Yes, we can hear you. Yes, my reaction in the first position is that it was very wonderful and very encouraging. I want to just tell you that Madame Beatrice has done an excellent presentation that pleases me, and yeah, and her dressing style was so sweet and absolutely very amazing and wonderful and awesome. And that's my reaction to that facilitator from who that she came from Brazil. I want to appreciate her with a wonderful job well done. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you. It's indeed a wonderful presentation, and we got to learn a lot from her presentation, and even the tools that
the report tools that she shared on the chat, I hope we all had time to copy some of those links and time to look at them. For that reaction, sir. We have one other person. We have Momo Collins. Yeah, you want to share your reaction? Good day, everyone. I must say thanks to the Speakboys team for giving us this privilege to be part of a powerful session and a battery of experts who master the AI to their fingertips, and them concurring to the fact that they have to share with us is a privilege. And I must say I've handpicked most of what I used to say on social media. I was like, this is right. This is the information. This is what we need. This is what. But now I can now really make a difference from the real news, that is the actual news, and the news, and maybe the facial expressions and everything. So I must say I'm happy, and I look forward to having such exchange in the future and for the betterment of our social media space and our day-to-day reaction and interaction with our society. Thank you. Thank you very much, Momo Collins. Thank you for that reaction. Indeed, we are looking forward to have better interactions because we are consumers of information on a daily basis, and it's very important for us to know how to detect or know which is fake and which is real. And these are the tools that have been presented to us. Do we have any last person to give the reaction? Yes. Okay. It's very interesting because it's not I'm trying to understand because students mostly use AI, which will render them very dormant. Now, like this, we see when they give the assignment, they just use AI to generate a text. Now you see that you can use the tool that was being presented to like determine whether the person use AI or not, or like it's AI that summarizes everything, or it's a personal work. So it's very interesting. Now I've seen a tool that's always detecting all information. So I think in the school where I was last year doing ICT, they used to detect some of our assignment. We did not really know which tool they were detecting. It's not at least I could realize to the judgment of the tool that will say it's either by artificial intelligence or it is submitted by yourself. So it's not on us. Could come along, and I really noticed that here was a tool that was being used. Thank you very much. Thank you for that reaction. It's true. A lot of students get to use these tools, and there are far more better tools that can come up with a whole booklet or a research on different topics. So schools too are employing the use of these tools to be able to detect some of those things because they're able to know which work is being done by you, by your own efforts, and work that is generated by AI. So thanks very much for the reactions, and through the presentation we've had. Je vois qu'il y a deux questions dans le chat là. Oui, j'ai entré dans le chat maintenant pour voir les questions. Il y a des questions pour toi. Les deux dernières questions. Alors, question, j'aimerais savoir ce qui pourrait arriver à quelqu'un qui utilise un texte généré par l'IA et qui, après vérification via 0GPT, a été rédigé par un humain. A-t-il le droit de publier l'article ou non? Alors, si on passe de la technique ou alors du procédé qu'on a utilisé tout à l'heure, il est fort probable que vous ayez la possibilité de publier le texte là. Donc, vous pouvez publier le texte là, mais toujours, ce que moi je conseille, c'est de toujours relire et améliorer. Parce que ce que l'intelligence artificielle écrit, c'est vrai, peut être intéressant, mais il y a toujours
une nécessité importante de retoucher ce texte-là et de s'assurer que tout est OK. Bon, maintenant, est-ce que c'est légal et que c'est éthique de pouvoir le faire? Ça, ce n'est pas... c'est un débat qui est partagé par... où il y a des opinions qui diffèrent. Il y a certains qui pensent que il a le droit de publier ce texte-là parce que c'est un travail qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il a rédigé le prompt, il a réécrit l'article. Il y a d'autres personnes qui pensent que non, c'est en fait un plagiat puisque c'est une réécriture et qui pensent que c'est passible de sanctions et de poursuites. Donc, les avis sont partagés entre ceux-là qui pensent que c'est illégal de le faire et ceux-là qui pensent que non, ça a été transformé et retouché. Mais la réalité, c'est qu'il faut reconnaître que vous avez utilisé le travail de quelqu'un, c'est-à-dire qu'il y a un journaliste ou alors un professionnel qui s'est assis, qui a produit un texte que vous avez utilisé comme base pour la rédaction de votre article. Donc, si vous publiez et que la personne a la possibilité de vérifier et de prouver que votre texte est une émanation ou alors une reformulation de son texte, il peut, s'il a des avocats assez calés en la matière, obtenir gain de cause s'il vous poursuit. Donc, c'est à prendre avec des pincettes. Il y a d'autres personnes, il y a d'autres journalistes qui choisissent de réécrire 2-3 fois. C'est-à-dire qu'ils utilisent, par exemple, on a utilisé tout à l'heure Gemini de Google. Il utilise Gemini de Google. Il obtient le texte. Il prend ce texte. Il va encore sur Copilot. Il demande à Copilot de réécrire ce texte-là. Et enfin, il reprend ce texte, il le met sur ChatGPT, qui réécrit encore. Là, ça donne un texte complètement différent du premier texte initial. Donc, il y a des gens qui procèdent de cette manière-là pour éviter d'être poursuivis, pour éviter des problèmes. Donc, voilà la réponse que je peux donner à cette première question-là. Alors, l'autre question... Alors, s'il vous plaît, est-ce que les outils sont payants? Et est-ce que c'est tout le monde qui peut avoir accès à ces outils? Oui. Les outils que j'ai présentés là en cas pratique sont des outils payants, mais les versions que j'ai utilisées, c'est-à-dire que pour les cas pratiques que j'ai utilisés, ce sont des versions gratuites. Donc, par exemple, si vous voulez vérifier plusieurs vidéos ou alors des vidéos plus longues, il vous faudra souscrire à une version payante. Hein? Mais si ce sont des vidéos courtes comme celles qu'on a utilisées dans 30 secondes, de moins de 30 secondes, vous pouvez utiliser ça de manière gratuite. Idem pour les textes audio qu'il faut vérifier ou alors qu'il faut retranscrire. Media.io, que j'utilise par exemple pour retranscrire les textes, vous dit par exemple quand vous allez atteindre 2 heures ou alors 1 heure, je pense que c'est 1 heure, après 1 heure de retranscription de vos interviews, vous commencez à payer. Donc, ce sont des solutions payantes. Donc, n'hésitez pas de payer si vous estimez que le service que vous sollicitez est un service qui va vous aider pour vos tâches régulières. N'hésitez pas de payer. Ce sont des solutions intéressantes. J'ai vu qu'il y a une toute dernière question là. Est-ce que c'était une question? How do I identify an AI work written by a student and that has not been published elsewhere? It's the same process that we did with Zero GPT. So if you see very well the result, on a déjà une idée de on a fait, non?
Hélène? Donc, c'est en fait, la réponse est dans le cas pratique qu'on a fait tout à l'heure. Vous avez un taux de 90%. Ça vous indique que 90% de ce texte, alors 90% de chances que ce texte a été écrit par un humain, oui. Mais si, ça montre qu'il y a 10% qui a été écrit par intelligence artificielle. Donc, un enseignant qui reçoit le travail de son étudiant doit lui dire, alors, j'ai découvert que votre texte a été écrit à 10% par l'intelligence artificielle. Donc, vous pouvez utiliser 0GPT comme j'ai indiqué, mais il y a plusieurs autres. J'ai indiqué dans mon exposé Script Plagiarism Checker. Vous pouvez également utiliser pour vérifier que le travail d'un de vos étudiants n'a pas été complètement réécrit. Ou même s'il a utilisé l'intelligence artificielle, avec ces outils-là, ça va vous indiquer que ce travail a été écrit à 10% par intelligence artificielle ou bien à 40%, à 60% par intelligence artificielle. Donc, vous pouvez avoir une idée. Donc, n'hésitez pas, c'est même très conseillé pour les enseignants. C'est une bonne question, c'est très conseillé pour les enseignants parce que les enseignants doivent être au parfum de ces différentes solutions-là pour pouvoir détecter et dire à leurs étudiants que, tiens, ici, tu as utilisé l'intelligence artificielle, tu pouvais procéder autrement. Donc voilà pour la réponse. Ok, Alors, mais M. Pegas, il y a aussi une dernière question. Est-il existe des conventions juridiques sur l'utilisation de l'AI? de l'IA, oui, oui, il existe des conventions. Par exemple, pour les journalistes, il y a, c'était en novembre dernier, il y a une charte des journalistes sur l'IA qui a été publiée avec la collaboration de RSF, Reporters sans frontières. Et j'invite d'ailleurs, pas seulement les journalistes, hein, c'est-à-dire tous les journalistes d'ailleurs qui utilisent l'IA doivent lire cette charte-là. Il y a 10 règles principales qui indiquent comment est-ce qu'on doit utiliser l'IA. Et en plus de ça, il y a également les réglementations qui se mettent de plus en plus en place dans différents pays pour indiquer So hello, while we wait for that last intervention, we are coming to the end of the session, and we're trying to answer. Mr. Beggars was trying to answer the last question before the network, and at this point we'll be calling on Mr. Ngala Desmond, who is the country representative for Divide now, to give us a last remark for this session today. Ngala Desmond. Good afternoon to everyone. Vianney, can you hear me? Yes, I can hear you, sir. Can you see me? Yes, I can see you. All right. I wanted to say a big thank you to our guest, Beatrice,
and I'm happy that Beatrice, you could make out time for us. This is really, 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 it was insightful, it was interesting, but also it was challenging because the concepts we think every day that we know them, but when we listen to someone else, we get to discover there's more to learn in what we're doing. So my lighting is not very the best, but I said, let me say thank you to you guys on video. And to all your colleagues at DRI, my best regards to Daniel, and everyone else. Before I talk about Bugas, who is a household name in most of the tech programs we do, I want to say to all the participants, to everybody who took our time to sign up and listen to what was happening here, I want to say a big thank you to you. Thank you for not only for joining, but also for being very participatory and reactive. I've seen lots of comments, and I think that we're getting to where we want to go, where people are much more informed, technologically wise, but they can also do simple hacks and tips and live a better life or live in a society that is much more safe with an online space, which is very safe. Thank you for your time. Thank you also for sharing this and pushing this around. And I would encourage you to share your experiences with us online, on Facebook, on X, as well as on Instagram. Tag us in your different publications and postings. And to my brother Bugas Ura, I would first say, cher Bugas, merci beaucoup. À chaque fois qu'on fait appel à Bugas, il est toujours là. Il n'a jamais dit je suis trop occupé, mais étant donné qu'il j'ai une boîte et une équipe, on est toujours ravis. J'espère bien que tu as constaté que votre intervention était beaucoup plus pratique et ça a donné des astuces pratiques, des petits trucs qu'on peut faire, même à la maison, même avec le téléphone, pour pouvoir avoir non seulement la bonne information, mais l'information à temps. Merci beaucoup, Bugas. On ne saurait pas vous remercier. And to my colleagues who've been organizing this, to Dan Kingori, our tech lead, and to our community manager, Verambong, who've been principally running these things, I would say thank you so much. To Vianney, Kanda Honorin Law, Derek, Therese, Nadine, Stefan. To all of you, I say thank you to the DeFi Hit Now team from Cameroon to Nairobi to Berlin and as well as to Ethiopia.